suspendu la Déclaration canadienne des droits de l'homme. Dans la soirée, les Canadiens à travers tout le pays sont à leur poste de télévision alors que le Premier ministre Trudeau va expliquer les actes de son gouvernement. Je veux maintenant vous parler des implications plus profondes de la menace que représente le FLQ et d'autres organisations semblables. Pour survivre, toute société doit pouvoir se débarrasser du cancer que représente un mouvement révolutionnaire armé voué à la destruction des fondements de notre liberté. Pour cette raison, après avoir examiné la situation, et compte tenu des requêtes du gouvernement du Québec et de la ville de Montréal, le gouvernement du Canada a décidé de proclamer la loi sur les mesures de guerre. Ceci a été fait à 4 heures ce matin afin de permettre aux autorités de prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour tenir en échec tous ceux qui préconisent la violence ou l'exercent à des fins politiques. Le FLQ détient comme otage dans la région de Montréal 2 hommes, un diplomate britannique et un ministre du gouvernement québécois. On menace de les assassiner. Si les gouvernements cédaient à ce chantage grossier, la loi de la jungle finirait alors par supplanter nos institutions politiques qui se désagrégeraient graduellement. Si on décide de prévenir une telle éventualité, c'est que le gouvernement n'entend pas seulement défendre un principe important. Il veut protéger, des périls auxquels j'ai fait allusion, la vie de tous les citoyens. Les lois sont faites pour sauvegarder la liberté et la sécurité de chacun. Encore faut-il, pour être efficace, que ces lois soient respectées. Le droit criminel, dans son état actuel, est insuffisant face à l'action du terrorisme systématique. Par conséquent, il a été accordé à la police certains pouvoirs extraordinaires qui lui permettront de faire un travail de détection plus efficace et d'éliminer le FLQ ou tout autre groupe préconisant l'usage de la violence à des fins politiques. Ces groupes, ou l'appartenance à de tels groupes, ont été déclarés illégaux. Ces pouvoirs comprennent le droit de procéder sans mandat à des perquisitions ou à des arrestations, de détenir des suspects sans avoir à porter immédiatement contre eux des accusations précises et de recourir à la détention sans cautionnement. Ce sont là de très amples pouvoirs qui ne me sourient pas plus qu'à vous, j'en suis sûr. Je voudrais dire que, comme les autres Canadiens, je trouve répugnants les actes de ces terroristes. Dans une société comme la nôtre, le terrorisme est un cancer laid et inutile que nous devons à tout prix éliminer sans pour autant changer la nature même de notre société libre que nous tentons en fait de protéger. La défense de la liberté ne doit pas détruire celle-ci, et la protection de la démocratie devrait autant que possible respecter les principes démocratiques fondamentaux. Je veux être clair, le gouvernement doit agir et avoir les pouvoirs nécessaires pour négocier avec ce petit groupe d'hommes sans scrupules. Les informations que nous possédons montrent une conspiration et des actes criminels au Québec, mais aucun signe d'insurrection imminente ou appréhendée qui seul aurait dû justifier les mesures de guerre. Le lendemain, samedi 17 octobre, plus de 300 personnes sont déjà en prison et la réaction publique commence à s'organiser au Québec. Le Comité pour la défense des libertés civiles brave la loi des mesures de guerre en se réunissant à l'Université de Montréal. Il condamne les gestes du gouvernement. Et à la grandeur du Québec, les étudiants rassemblés protestent et organisent des manifestations. L'Université du Québec ferme ses portes, imitée bientôt par la plupart des autres universités de la province. Tandis que certains Canadiens français se cachent de la police, le gouvernement suggère à quelques personnalités anglophones de quitter le Québec pour leur propre sécurité. Mais la majorité des gens s'enferment prudemment chez eux, essayant de suivre le cours des événements à la radio et à la télévision. C'est l'après-midi du samedi 17 octobre. Le gouvernement a convenu avec les ravisseurs de les reconduire à Cuba dans le cas où ils se rendraient. Un avion se tient aux abords de la piste à Dorval. Mais c'est trop tard. Dans la soirée même, des rumeurs de mort se mettent à circuler sur les ondes.
Mesdames, Messieurs, on a confirmé il y a quelques minutes la découverte des cadavres de messieurs Laporte et Cross. La salle des dépêches de Télémédia travaille à ajouter des renseignements. C'est ce que nous ferons dans quelques minutes. Est-ce qu'on parle de Cross? J'en parle là-dessus. Pas confirmé. OK. OK, d'accord. La musique de réseau. Attention! Une émission spéciale de Télémédia, voici Normand Maltais. Chers auditeurs, nous vous rappelons encore une fois que c'est à 11h10 exactement, à proximité de l'aéroport de Saint-Hubert, que la voiture qui avait servi à l'enlèvement de M. Pierre Laporte il y a une semaine, devant sa demeure de la rue Robitaille à Saint-Lambert, a été formellement identifiée. La Sûreté du Québec se dirige présentement vers Rawdon, où l'on aurait fait la découverte du cadavre de M. James Richard Cross, le deuxième otage kidnappé il y a plus de 2 semaines. M. Cross, qui était représentant commercial de Grande-Bretagne. Plusieurs stations radiophoniques de Montréal avaient annoncé la mort de M. Cross, mais la police ne confirme pas encore. À 12h25, précisément, minuit 25, plus exactement, ou 0h25, le coffre était finalement ouvert et on y faisait la découverte du corps de M. Laporte, ensanglanté. CKAC, Télémédia, chef de file en information. Nous vous reviendrons dans quelques minutes. Normand Maltais, Télémédia, Montréal. Le corps de M. Laporte se trouve dans cette voiture. 2 journalistes, dont Claude Lachance, ont fait la découverte. Lesquels ont mis à peu près une demi-heure à venir. Quand vous êtes rendu sur les lieux, vous attendiez-vous à découvrir comme ça le cadavre d'un homme? Oui. Oui, parce que, connaissant le FLQ, ils n'ont jamais menti dans leur communiqué. Trouvant la voiture avec le numéro de licence tel qu'ils nous l'ont indiqué, il était à peu près à 90% sûr qu'il y avait quelque chose dans... Et c'était sûrement le corps de Laporte. Nous, on n'attendait pas de la dynamite. Où étiez-vous au moment où on a ouvert le coffre de la voiture? J'étais à peu près à 100 pieds de la voiture. 75 pieds de la voiture, parce que les policiers ne nous permettaient pas de s'approcher, d'autant plus qu'il aurait pu y avoir de la dynamite dans le coffre. On ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Tout ce que les policiers nous ont dit, c'est qu'il y avait quelque chose de très lourd dans le coffre de la voiture. Et ils ont ouvert le coffre et le policier qui a ouvert le coffre de l'escouade antiterroriste avec le char anti-bombe. Ils ont ouvert le coffre, ils ont dit effectivement il y a un homme dans le coffre. On a essayé de s'approcher, les policiers ne laissaient pas nous approcher, mais tout ce qu'on voyait dans le coffre c'était des vêtements blancs avec du sang dessus. Et puis peu de temps après, il y a l'escouade d'identité, le PQ, je sais pas trop qui est arrivé, puis on a enlevé les vêtements et on a reconnu le corps de Pierre Laporte. Alors je l'ai vu parce que quand on l'a sorti de la voiture, assez longtemps après, j'ai vu un peu le corps de Laporte très très rapidement. Il avait un gilet, un petit tricot sur le dos, relevé jusqu'ici. Il avait des serviettes autour des poignets sur lesquelles il y avait du sang. J'ai pas pu voir sa tête. Et on m'a dit qu'il avait les joues très enflées et qu'il avait du sang sur les narines et sur le nez dans la bouche. Mais est-ce que c'était indiqué dans le communiqué? C'était indiqué, oui, c'était indiqué dans le communiqué. Le communiqué disait, je peux presque vous le dire textuellement, face à l'arrogance du gouvernement fédéral et face à l'arrogance de son valet Bourassa, le FLQ a décidé de passer aux actes. Monsieur Pierre Laporte, ministre du chômage et de l'assimilation, a été assassiné ce soir à 6h18 par la cellule Dieppe et entre parenthèses 22e régiment.
Vous trouverez le corps dans le coffre de la voiture vert Chevrolet avec le numéro de licence qui était J24, 9J2420. Front de libération du Québec, nous vaincrons. Et puis il y avait une indication de l'endroit où était la voiture, une espèce de petit croquis des lieux. Et un peu plus bas, c'était écrit avis à tous les capitalistes du Québec. Que tout le monde soit sur le qui-vive ou quelque chose comme ça. J'ai oublié la dernière phrase, mais ça va quelque chose comme ça. Que tout le monde se le tienne pour dit. Et c'est maintenant, c'est ce soir que la révolution tranquille est morte. Et c'est ce soir que la révolution commence, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, il y a une forme de guerre civile qui s'amorce au Québec. Il y a quelque chose de très grave qui vient de se passer. Mais j'ai l'impression que c'est très grave. Il va se passer des tas de bêtises à partir de maintenant. N'importe qui va peut-être avoir envie de tuer n'importe qui. Et je souhaite au peuple canadien de rester uni dans cette épreuve. Et maintenant en anglais, s'il vous plaît. Well, it was shock and... Je crois que tous les Canadiens ont été choqués et consternés d'apprendre la mort de M. Pierre Laporte, assassiné lâchement par une bande de meurtriers. Et en tant que Canadien, je ne peux m'empêcher de ressentir un profond sentiment de honte devant cet acte insensé, conçu et exécuté de sang-froid. Je voudrais dire à Madame Laporte la très profonde tristesse du peuple canadien et du gouvernement, ainsi que notre désir, en tant que Canadiens, de rester unis en ce triste moment de notre histoire. Very sorry moment of our history. What could you tell us, Mr. Lammers, about the kind of people you're dealing with? I can't tell you. Je ne peux rien vous dire de plus. Dimanche 18 octobre. Le maire de Montréal, Jean Drapeau, vieil ami de M. Laporte, prononce le sermon. Est-ce un avertissement à l'endroit de tous les hommes publics qu'en plus d'être enlevés ou assassinés, ce sera de la façon la plus cruelle. S'il y a une leçon à tirer de cela, un message, et ce dut être la dernière pensée de Pierre Laporte, c'est que ce sacrifice n'ait pas été consenti en vain, mais que tous les hommes publics trouvent le courage de continuer. Les responsables de ce crime seront trouvés, et les cours canadiennes les traiteront dans une atmosphère calme et sans énervement. Le FLQ a semé les germes de sa propre destruction. Il a démontré que sa seule mission est la terreur, sa seule méthode la violence, et son seul aboutissement le meurtre. Je vais suivre vos questions. Quelle longueur vous voulez? Je veux un 60 secondes. Merde. Non, franchement, je ne peux pas. Combien? Je ne sais pas, mais 60 secondes, trouvez-les ailleurs. Ce n'est pas du temps d'antenne que je veux. Je m'en fous totalement. Je ne vais pas déformer les choses. Bon, nous allons procéder à votre manière. Bon Dieu, ce n'est pas un roman savon ni une publicité de savon.
Si c'est ce que vous voulez, cherchez ailleurs. Je sais, ce n'est pas ce que nous voulons. Mais avec vos 60 secondes, un homme est mort. Merde. Ça tourne? Pourriez-vous exprimer votre opinion pour nous comme vous l'avez fait plus tôt aujourd'hui? Bien. Au nom du Parti québécois, mais aussi de concert avec les syndicats CSN, FTQ et la Corporation des enseignants du Québec, et aussi avec des gens comme Claude Ryan du Devoir, nous avons pris des positions fondamentales. Et tout d'abord, comme tous le savent, nous trouvons tout à fait intolérable cette exécution barbare de M. Laporte par des gens qui n'ont rien d'humain, qui ne représentent pas le Québec. Nous avons, comme toute société civilisée, notre part de terroristes, actifs ou non, mais ils ne représentent pas le Québec. S'ils étaient représentatifs de quoi que ce soit au Québec, je partirais d'ici vite et pour ne plus revenir. Par contre, il reste que les gouvernements de Québec et d'Ottawa ont adopté la ligne dure de la raison d'État, décidant de ne pas négocier. Ils ont déjà par là leur part de responsabilité. Ils se retrouvent déjà avec la mort d'un des deux otages. Et nous le répétons, nous l'avons déjà dit dans quelques-uns de nos groupes, et nous n'avons rien de politique à y gagner. J'ignore si personne gagne ou perd à ce jeu-là. Je sais que tous y perdent quelque chose. Nous voulons simplement redire que nous croyons que cette ligne dure était une erreur. Nous savons que les gens responsables à Ottawa croyaient que c'était bien. Mais ils ont maintenant fait la preuve qu'ils avaient tort, du moins au plan humain, bien plus essentiel que de vouloir tout contrôler. C'est pourquoi nous souhaitons par-dessus tout qu'ils changent leur vue, en pensant surtout à sauver M. Cross, qui semble être toujours vivant. Et nous demandons de nouveau, mais sans illusion cette fois, que s'il leur reste le moindre honneur, les ravisseurs laissent tomber leur plan. Ceci n'est pas illogique. Notre attitude depuis le début a été de souhaiter que le gouvernement et les terroristes trouvent un terrain d'entente afin de sauver des vies. Quoi qu'il arrive, il y a maintenant une ombre sur le Québec que nous partageons tous. Nous devons l'effacer. Nous devons réprouver ce qui est arrivé, mais par contre ne laisser croire à personne, où qu'il soit, au Québec ou ailleurs, que cela suffira à faire de nous une espèce de cellule collective de répression. Nous combattrons, s'il le faut, quiconque tentera d'utiliser ce climat pour immobiliser le Québec dans l'impuissance. Nous continuerons de nous développer et nous espérons que cette leçon rendra notre société plus consciente de la valeur de la vie humaine et la rendra plus vivable. Mais c'est notre responsabilité et personne ne devrait profiter de la situation pour faire du Québec une prison. On ne connaît pas encore les événements vécus par M. Laporte au cours de la dernière semaine. Maintenant, Laporte est mort. Et le premier ministre Bourassa, étroitement protégé, vient, comme les autres dirigeants et un nombreux public, rendre un dernier hommage à l'homme politique le plus important du Québec après lui. Lundi 19 octobre. La police découvre la mystérieuse maison où la cellule Chénier du FLQ a séquestré Laporte. On voit la fenêtre par où il semble avoir tenté de s'échapper, le garage à l'abri duquel son arrivée a eu lieu, et la chambre où l'on suppose qu'il a été tué. Cette découverte arrive 2 jours trop tard. Les funérailles de Laporte ont lieu le mardi 20 octobre. Des centaines de soldats bien armés entourent l'église Notre-Dame.
Madame Laporte avait voulu une cérémonie simple, mais on organisa des funérailles nationales. Sous les yeux d'une foule immense, les gens haut placés montrent leur appui au gouvernement. Pierre Laporte avait failli devenir Premier ministre du Québec. Il était le ministre le plus expérimenté du cabinet Bourassa. Il avait été ministre du cabinet Lesage au temps de la Révolution tranquille. Il avait eu une longue carrière en journalisme et en politique. Il est mort à 49 ans. On ne saura peut-être jamais pourquoi les ravisseurs de Pierre Laporte ont décidé de l'assassiner. Mais il était clair que les dirigeants du Canada et du Québec n'allaient pas laisser leurs émotions personnelles influencer leur conduite du pays. Cause de la mort, asphyxie aiguë, causée par étranglement à l'aide d'un garrot, qui pourrait avoir été une petite chaîne que M. Laporte portait encore au cou au moment de l'autopsie. And which was still in place at the time of the postmortem. Les marques laissées par la strangulation font le tour du cou, sauf à l'arrière où on a vraisemblablement tordu la chaînette. La cellule Libération du FLQ envoie cette photo afin de prouver que Cross est toujours vivant. Les recherches effrénées se poursuivent et un nouveau mouvement s'amorce pour sauver la vie de Cross. Les trois grandes centrales syndicales québécoises, d'accord avec les visées sociales du FLQ, s'opposent aux mesures de guerre. Oubliant leurs vieux différends, ils unissent leurs forces. Et les chefs syndicaux, de concert avec les dirigeants du Parti québécois, pressent le gouvernement d'accéder aux demandes du FLQ dans le but d'épargner James Richard Cross. Mais ceux qui détiennent le pouvoir restent sur leur position, alors que Montréal est au seuil d'une élection municipale dont plusieurs croient qu'elle aurait dû être reportée. Dans cette atmosphère confuse, empreinte de peur et de méfiance, l'électorat inquiet se laisserait facilement manœuvrer. Deux candidats de l'opposition sont arrêtés sous la loi des mesures de guerre. Et chacun de son côté, le maire Drapeau et Jean Marchand, prétendent à tort avoir trouvé un lien entre le FLQ et le seul parti sérieux s'opposant à Drapeau, le FRAPP. Quand un mouvement invite ce genre d'orateurs, et quand tous les membres de cette assemblée, des milliers selon les journaux, scandent les lettres FLQ, FLQ, je ne pense pas qu'il faille plus de preuves pour établir qu'il y a plus qu'une sympathie morale. Et quand on donne ces pouvoirs aux autorités locales, on ne sait plus quels abus elles en feront. C'est ce qui nous inquiète, et nous en avons des exemples. Le maire de Vancouver trouve que ce sera une bonne occasion de nettoyer la ville des hippies et des déserteurs américains. Le chef de la police d'une ville des prairies a déclaré que ce serait le moment qu'il attendait depuis longtemps pour ramasser des tas de gens. Et comme le soulignait hier soir Ron Haggart du Toronto Telegram, il semble de plus en plus à craindre que ces lois et mesures serviraient au Québec d'abord à balayer le FRAPP qui s'oppose au maire Drapeau et d'un autre côté à se débarrasser des séparatistes qui ennuient évidemment M. Choquette, le ministre de la Justice, et M. Marchand. Non, nous n'avons aucun intérêt dans l'élection de Montréal. Il appartient aux citoyens de Montréal de choisir leur maire et leurs conseillers, et nous ne voulons pas intervenir là-dedans. Mais vos paroles ne sont-elles pas déjà une intervention? Non, je n'ai pas dit que tous les membres du FRAPP sont des membres du FLQ ou rien du genre. J'ai seulement dit que la position du FRAPP offrait une caution morale au FLQ. C'est tout. Mais quand j'ai dit que c'était une couverture,
Je crois que c'était excessif. Et c'est la seule chose que je retire. Quant au reste, attendons après l'élection municipale. Quelle est l'organisation qui allait bouleverser les élections de Montréal par des bombes et autres choses? Ce sont des choses que nous espérons éclaircir sous peu. On a tenté de jeter la panique chez les électeurs par une tactique crapuleuse. Condamnation par association. Vous pouvez très bien saborder une organisation en l'associant à une autre qui vient d'être mise hors la loi, et ce, sans apporter aucune preuve. An organization that has just been declared by order in council to be an illegal organization. Comme on s'y attendait, Drapeau remporte une victoire facile, gagnant chacun des 52 sièges. Merci à ceux qui ont permis à la démocratie de ne pas en prendre un coup encore plus dur que ce qu'elle a pris. Merci à ceux qui ont compris aux divers gouvernements fédéral et provincial que le régime pour lequel tant des nôtres sont allés mourir sur les champs de bataille étrangers était en danger ici et qu'ils sont venus aider ce régime à résister non seulement aux attaques